Je vous convie aujourd'hui à une réflexion sur le droit comme outil de changement social. Comment peut-on utiliser le droit pour atteindre une égalité réelle pour les femmes? Les questions d'autonomie procréative font les manchettes à peu près à toutes les semaines. J'ai pris 2 nouvelles. La semaine dernière, il y a une députée d'arrière-ban ici à Ottawa, conservatrice, qui veut déposer un projet de loi privé pour criminaliser l'avortement de fœtus féminins. Évidemment, son argument, c'est l'égalité des femmes. Elle a proposé le même projet de loi vers 2007-2008. On connaît la stratégie des conservateurs à Ottawa. Et il y a 2 semaines, le gouvernement québécois a proposé d'adopter un programme pour financer la procréation assistée. En ce moment, c'est l'Ontario qui offre le meilleur programme provincial pour financer l'accès à la procréation assistée. Le Québec en a un programme, mais il n'est pas très alléchant. Mais de 2010 à 2015, le Québec a eu un programme pour financer l'accès à la procréation assistée qui a été victime de son propre succès. 9 000 enfants en sont nés, mais ça a coûté 400 millions de dollars. C'est de l'argent qu'on n'a pas pour un service de santé de luxe. Donc, dans ces 2 nouvelles, on voit comment on veut à la fois contrôler les capacités procréatives des femmes, mais comment en même temps on veut aussi leur donner le contrôle sur leur capacité procréative par ces programmes financés par l'État. Donc, les questions de procréation, les questions de procréation assistée, de procréation généralement, sont très souvent dans les médias. De toutes les époques, dans toutes les classes sociales, les femmes ont tenté de contrôler leur sexualité, contrôler leur capacité procréative au risque de leur santé. Donc, c'est une histoire de résistance et de résilience. Donc, elles ont tenté de contrôler leur capacité procréative, vous pouvez imaginer par tous les moyens, et les hommes et les institutions et l'État ont aussi et continuent de contrôler les capacités procréatives des femmes. On se souviendra le fameux slogan des années 70, « Un enfant si je le veux, quand je le veux », c'était pour l'accès à l'avortement et l'accès à une contraception efficace, de qualité et gratuite. Et la question aujourd'hui se pose pour la procréation assistée, PA sur ma diapositive, c'est procréation assistée. La question se pose aujourd'hui pour la procréation assistée. Est-ce que c'est le même combat? Est-ce que c'est la procréation assistée quand je le veux, si je le veux? La procréation assistée, les techniques, est-ce qu'elles sont une source d'empowerment, une source d'oppression pour les femmes? Est-ce que c'est le même débat que pour l'accès à l'avortement et l'accès à une contraception efficace? Donc, la question que je me pose, comment aujourd'hui l'État contrôle-t-il le corps des femmes par la procréation assistée, compte tenu de la position des femmes? Ça, c'est la question que je me suis posée. Comment décliner l'autonomie procréative des femmes? Je vais reculer. Ma présentation est en 2 parties. D'abord, je vais parler du cadre théorique, des questions épistémologiques, des questions méthodologiques. Et ensuite, je vais aborder une question, celle de la maternité fragmentée. Donc, je vais commencer avec le cadre théorique. L'objet de mon projet de recherche, parce que c'était un projet de recherche avant de de se matérialiser en ouvrage, c'était d'analyser, de décrire, de présenter, de critiquer l'état du droit au Québec en matière d'autonomie procréative des femmes. Et mon objectif en était un de réflexion sur l'égalité. Mon objectif est tout le temps de réfléchir à l'égalité réelle pour les femmes. Mon hypothèse était que les femmes ont, au Canada, le droit à l'autonomie procréative.
mais que ce droit oscille toujours entre liberté et contrainte. Il y a des droits qui sont acquis, mais l'idée du contrôle du corps des femmes est toujours présente. C'est comme si on a accordé des droits aux femmes, mais que ce sont des concessions, et que ces concessions peuvent être toujours retirées. Et mes recherches confirment ce qu'on savait déjà. Les droits des femmes, ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire les femmes peuvent avoir des droits, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, beaucoup de piétinement. Donc, on sait que rien n'est acquis pour les femmes et qu'il faut demeurer vigilant. Donc, ça, c'était mon hypothèse, et mon hypothèse, évidemment, c'est matérialisée, et ça explique le titre de l'ouvrage, Le droit à l'autonomie procréative des femmes entre liberté et contrainte. Il y a des droits, mais quand des droits sont accordés, ou il y a un recul. Donc, il y a tout le temps cette idée de concession. J'ai adopté une approche féministe radicale matérialiste et je vais donc expliquer mon cadre d'analyse. Une approche radicale matérialiste dénonce le patriarcat et s'intéresse aux conditions de vie réelles, d'où le terme matérialiste. Donc, je me suis intéressée aux conditions de vie réelles. Cette approche radicale matérialiste dénonce l'invisibilité du travail des femmes, tant le travail productif que reproductif. Dans les deux cas, ce travail n'est pas reconnu, il est dévalorisé et il est source d'oppression. En réfléchissant et en travaillant sur la question de l'autonomie procréative, j'ai eu beaucoup de questions fondamentales que j'ai dû résoudre. On va d'abord définir ce que j'entends par le droit à l'autonomie procréative. C'est le droit qu'a toute femme de décider pour elle-même au sujet de ses fonctions procréatives, de sa sexualité et de son corps. La Cour suprême a élaboré, construit, reconnu un droit à l'autonomie procréative. Ce n'est pas nommément écrit dans la Charte, mais c'est protégé dans la Charte par le droit à l'égalité, à la liberté, à la vie privée, à la sécurité, à l'intégrité. Donc, ce sont les 4 décisions, la décision Morgenthaler, la décision d'Aigle contre Tremblay, la décision Winnipeg et Dobson contre Dobson. Ces 4 décisions, sur une période de 10 ans, ont construit un droit à l'autonomie procréative. Je pourrais rajouter l'affaire Carter sur l'aide médicale à mourir, parce que dans cette décision, on cite l'affaire Morgenthaler, mais surtout, on précise clairement que toute personne a le droit de prendre des décisions fondamentales dans sa vie. Donc, celle de vivre, celle de mourir, celle d'avoir un enfant ou de ne pas avoir d'enfant. Donc, une construction prétorienne de la Cour suprême. Je parle du droit à l'autonomie des femmes. D'abord, on va parler de qui sont les femmes et de cette notion d'autonomie. La notion de femme chez les théoriciennes féministes a causé beaucoup je dirais pas de problèmes, mais de débats. Qui sont les femmes? Être une femme ou être un homme est une construction sociale. Ça veut donc dire que les femmes et les hommes n'existent pas. Ce sont des constructions sociales. Donc, il n'est pas facile de déterminer qui sont les femmes. Pour moi, les femmes existent. Elles subissent des discriminations en raison de la hiérarchie entre la classe des femmes et la classe des hommes. Et par le mot « femme », je vise la classe des femmes, qui ont été socialisées comme des femmes, en sachant très bien que cette classe-là fluctue. Donc, ça, c'est de qui je parle. Je parle des femmes, des personnes qui ont été socialisées comme des femmes. Les hommes et les femmes jouissent du droit à l'autonomie procréative. Mais je considère que le droit des femmes à l'autonomie procréative a préséance sur le droit des hommes, qu'il n'y a pas symétrie. Il n'y a pas symétrie parce que la procréation se déploie dans le corps des femmes et aussi parce que les conséquences économiques et sociales
de la maternité et de la procréation, c'est les femmes qui les subissent ou qui les encaissent ou qui les vivent. Donc, pour moi, le droit des femmes à l'autonomie procréative a préséance sur celui des hommes. On parle du droit à l'autonomie. L'autonomie, la valeur de l'autonomie est une valeur libérale qui présente l'individu dans sa bulle. L'individu qui doit être protégé des invasions de l'État dans sa vie privée. Donc, l'individu, du point de vue libéral, prend ses propres décisions. Il est en mesure de prendre ses propres décisions. Il prend les meilleures décisions pour lui-même. Donc, cet individu est présenté de manière déconnectée de la société. Les théoriciennes féministes ont beaucoup critiqué cette approche de l'autonomie parce qu'on ne peut pas dire que l'individu est dans sa bulle, qu'il est déconnecté de la société. L'individu fait partie de sa communauté, il est alimenté par sa communauté et il alimente sa communauté. Par ailleurs, la notion d'autonomie est une notion importante pour les femmes parce qu'elles ont droit à cet espace décisionnel, elles ont droit à leur agentivité, reconnaître leurs droits fondamentaux et d'être protégées contre les intrusions étatiques. Donc, vous voyez ce dilemme, ce débat pour l'autonomie contre l'autonomie. Je considère que les femmes ont le droit à l'autonomie procréative dans la mesure où cette autonomie, quand elle s'exerce, ne mène pas à l'aliénation du corps des femmes. Donc, vous pouvez imaginer des situations d'aliénation du corps des femmes parce que jusqu'aux dernières nouvelles, les ovules et les utérus se trouvent dans les corps des femmes et surtout dans le corps des femmes jeunes. Hein? Ce qu'on a besoin, c'est le corps des femmes jeunes. Donc, oui au droit à l'autonomie procréative, mais il ne faut pas que ce droit mène à l'aliénation du corps des femmes. Donc, je vous ai parlé de mes questions méthodologiques, épistémologiques avec femmes, qui sont les femmes, avec le droit à l'autonomie. J'ai eu beaucoup d'autres questions méthodologiques en écrivant sur le droit à l'autonomie procréative. Est-ce que je reproduis le rôle traditionnel des femmes? Pourquoi je n'écris pas sur le droit à l'autonomie procréative des hommes ou faire un livre sur l'autonomie procréative des hommes et des femmes? En écrivant sur l'autonomie procréative des femmes, est-ce que je reproduis ce modèle traditionnel, ce rôle dans lequel les femmes ont été confinées dans la sphère privée? Après pas mal de temps de réflexion, j'en suis arrivée que de travailler sur ce sujet-là, c'est souligner les tensions, souligner les glissements. Donc, je défends le droit à l'autonomie procréative des femmes, mais je critique aussi cette approche traditionnelle et je propose des réformes, approche traditionnelle qui maintient les femmes dans ce rôle traditionnel. Pour quelles femmes? Autonomie, droit à l'autonomie procréative, pour quelles femmes? Est-ce que je réfléchissais seulement qu'aux femmes blanches? Possiblement que oui, au début. La réalité des femmes blanches n'est pas la réalité de femmes autochtones au Canada ou de femmes immigrantes. Et aux États-Unis, cette réalité-là se matérialise, ce fait que le droit à l'autonomie procréative est différent selon où on se situe. Pour moi, l'accès à l'avortement, l'accès à la contraception ne fait aucun doute. Il faut que les femmes aient accès à ça. Ça fait partie de leur droit à l'autonomie procréative. Sauf que pour les femmes noires aux États-Unis, l'avortement et la contraception a souvent servi et sert encore de contrôle populationnel. Donc, l'avortement a un autre sens quand on est une femme noire aux États-Unis. Et il y a tout ce mouvement, ce courant de reproductive justice aux États-Unis qui essaie de se détacher, de se dégager de la grande question du droit à l'avortement. Hein, on sait aux États-Unis, c'est la grande question en ce moment, entre autres, devant la Cour suprême des États-Unis, et puis aussi avec
la campagne présidentielle qui est déjà commencée. Donc, aux États-Unis, il y a ce courant de reproductive justice qui dit qu'il faut lâcher la question du droit à l'avortement. La reproductive justice plaide en faveur d'un droit de ne pas avoir d'enfants pour les femmes, mais aussi d'un droit d'avoir des enfants, de vouloir des enfants, et que l'État doit être là pour permettre aux femmes qui veulent des enfants de pouvoir les élever dans la dignité. On comprend que le filet social aux États-Unis est pas mal différent du filet social au Canada. Donc, ce courant, ce mouvement de reproductive justice veut aller plus loin que la question du droit à l'avortement. C'est celui d'avoir des enfants. Et donc, celui d'accéder aussi aux techniques de procréation assistée. Quand je parle de l'autonomie procréative pour les femmes, bien, au Canada, on n'a pas besoin d'aller très loin, il y a des histoires, et ça fait partie des manchettes au courant de la dernière année, où des femmes autochtones ont été stérilisées de force. Donc, pour elles, l'accès à la stérilisation contraceptive, ça n'a pas été volontaire. Donc, le droit à l'autonomie procréative pour ces femmes-là a tout à fait un autre sens. Donc, quand on parle d'autonomie procréative, il faut prendre en compte les différentes formes de discrimination dont les femmes vivent au Canada, si ce n'est que l'accès aux soins de santé. Les soins de santé l'accès aux soins de santé dans une grande ville diffère des soins de santé quand vous habitez le nord du Québec ou le nord de l'Ontario. Donc, cette réalité-là doit être prise en compte. Jusqu'où va l'autonomie procréative? L'autonomie procréative, on peut le voir d'un point de vue négatif. C'est l'État qui ne se mêle pas des décisions personnelles des femmes. Donc, l'État ne va pas imposer de limites législatives. Ça, c'est vu d'un prisme droit négatif. Mais on peut voir aussi le droit à l'autonomie procréative d'un point de vue droit positif. C'est-à-dire que pour que le droit s'exerce réellement pour les femmes, pour que ce droit ait un sens, l'État doit intervenir. L'État doit intervenir par des soins de santé, des services sociaux, de l'aide aux familles. Donc, le droit à l'autonomie procréative n'a de sens que s'il y a un filet social pour que les femmes exercent ce droit. Donc, le droit à l'autonomie procréative peut aussi s'appeler le droit de se reproduire des femmes. Jusqu'où va ce droit de se reproduire? C'est-à-dire, on pense par exemple aux femmes infertiles, dont le conjoint est infertile, dans des relations hétérosexuelles ou des femmes plus âgées. Est-ce qu'elles vont avoir accès à des ovules et à des utérus sans limite? On travaille bien sur l'utérus artificiel, mais on n'est pas encore arrivé là. Donc, jusqu'où va aller l'autonomie procréative? Et puis, on l'a vu, en Ontario, il y a un programme très généreux de procréation, d'accès à la procréation artificielle. Le Québec va certainement en adopter un aussi. Quand l'État finance ce genre de programme, ça veut donc dire que tout le monde peut y avoir accès, avec certaines limites, certaines balises. Ça veut donc dire que le droit à l'autonomie procréative, c'est le droit de se reproduire, et c'est donc le droit d'avoir accès à ces soins de santé. Et ultimement, ça va être le droit d'avoir accès à des ovules et à des utérus. Ma monographie est divisée en 3 parties. J'ai bien essayé de faire le plan français en 2. Je n'ai pas réussi. J'ai pris 3 moments dans la vie des femmes. D'abord, la maternité évitée ou reportée, où j'aborde les questions législatives en matière de contraception et d'avortement. Ensuite, la maternité fragmentée, où j'aborde la question de la congélation des ovules, la vente des ovules, la fécondation in vitro, la gestation pour autrui, et finalement, la maternité portée à terme, où j'aborde les questions juridiques en matière de grossesse et d'accouchement. En adoptant ce plan, je me suis rendu compte que je reproduisais une norme procréative, une norme sexuelle imposée aux femmes dans la société occidentale,
Et qu'en reproduisant ça, je reproduisais donc un modèle traditionnel, comme si je reproduisais un modèle naturel, entre guillemets. C'est-à-dire, au début, il y a un contrôle volontaire de la procréation, parce que c'est pas le temps, parce que les femmes sont considérées trop jeunes, pas assez prêtes, bon. Donc, un contrôle volontaire. Ensuite, il y a comme un moment où là, oups, c'est le temps. C'est le temps d'avoir des enfants, c'est le temps. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. On a les techniques, on a la médecine. Ce qui va mener, évidemment, à l'aboutissement, l'étape ultime, la grossesse et l'accouchement. Est-ce que je me trouve pas à reproduire un modèle naturel, le modèle traditionnel où l'aboutissement est la maternité? Après réflexion, comme je critique ce modèle-là, j'ai gardé mon plan, peut-être à défaut d'avoir trouvé une autre approche, et que l'approche en 3 moments de vie me semblait, peut-être parce que je reproduis moi-même le modèle, mais je l'ai critiqué, ce modèle-là, je le reproduis, mais je l'ai critiqué en soulignant les tensions, en soulignant comment on passe de liberté à contrainte, de contrainte à liberté. Donc, c'est le plan de ma monographie. Margarida, il me reste du temps? OK. De toute façon, vous m'arrêterez quand il restera plus de temps. OK. Bon. On va maintenant parler, j'ai pris un exemple, et on va maintenant parler de la maternité fragmentée. Avec la procréation assistée, on a maintenant une procréation hors du couple, hors du corps et hors du temps. Vous pouvez congeler vos ovules, congeler vos embryons, puis les utiliser plus longtemps. Donc, hors du temps, hors du couple, hors du corps. Mais ça finit toujours par revenir dans le corps des femmes, parce qu'on n'a pas encore l'utérus artificiel. Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si ça va être une bonne affaire ou pas une bonne affaire. Donc, la procréation va toujours se terminer dans le corps des femmes. Et la fécondation in vitro est la plus grande intrusion corporelle, évidemment. La procréation assistée permet une grossesse sans relation sexuelle, ce que les contraceptifs efficaces permettaient. Mais là, on peut avoir une grossesse sans maternité, une maternité sans grossesse, sans lien génétique, un enfant avec 3 mères, un enfant avec 2 pères, un enfant sans père légal, sans père reconnu dans l'acte de naissance, et un enfant sans mère légale. Je sais qu'en Ontario, vous êtes rendu à la pluriparentalité. La question se pose au Québec. On est à la veille d'avoir un projet de loi pour réformer le droit de la famille. On l'attend d'ici le mois de mai. Est-ce que le Québec va faire comme l'Ontario et la Colombie-Britannique en matière de pluriparentalité? Je ne le sais pas. Mais donc, c'est pour ça que je n'ai pas dit plusieurs parents ici, là, OK? C'est ce que permet la procréation assistée, cette maternité fragmentée. Donc, ça remet en question notre concept de mère, de maternité, de père et de paternité. Les soins de procréation assistée sont à la hausse. Ils sont à la hausse parce qu'il y a de plus en plus de couples hétérosexuels infertiles. Il y a des femmes seules qui veulent avoir recours à la fécondation in vitro et à l'insémination artificielle, des couples d'hommes aussi. Et il y a ce désir de lien génétique avec l'enfant, même si on dit que la parentalité ou la parenté est une question d'intention. Il semble que c'est surtout une question de lien génétique. Donc, on a une plus grande demande en matière de procréation assistée. Les techniques de procréation assistée soulèvent des enjeux féministes. Les chercheuses féministes sont ambivalentes vis-à-vis ces techniques-là. Comme elles sont ambivalentes vis-à-vis la maternité. Avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant. Ce que la science propose, il y a 2 façons de voir ça. Certaines féministes voient ce que la science propose en matière de procréation comme un pouvoir libérateur. Les femmes infertiles ou dont le conjoint est infertile peuvent décider, choisir, avoir accès à ces progrès, je ne sais pas si je devrais l'appeler progrès, à ces progrès médicaux.
Ou on peut voir ça d'une autre manière. Ces progrès médicaux imposent une injonction à la maternité. Il y a un danger d'exploitation et de réification. Aucune femme maintenant ne peut dire « je suis infertile, j'ai des problèmes de fertilité », en supposant que ce sont des problèmes et une maladie, parce qu'il y a ces techniques-là qui font des miracles. Donc, il suffit juste d'essayer et d'encore essayer. Est-ce que ça, ce n'est pas une injonction à la maternité? Il y a aussi des tensions entre les femmes. On pourrait voir la femme qui fournit et celle qui reçoit comme des alliés, une voulant aider l'autre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on présente les femmes comme des alliés. Si vous allez sur des sites d'agences de rencontres de mères porteuses, d'agences de rencontres pour des vendeurs, des fournisseuses d'ovules, excusez-moi, vous allez voir qu'on présente les femmes, celles qui fournissent et celles qui reçoivent, comme des amies, comme des alliés. Mais on pourrait aussi les voir comme des antagonistes. Une femme qui a plus de pouvoir et qui impose ses demandes à l'autre femme qui va fournir les produits. Pensez au tourisme procréatif, pensez au rapport entre les femmes du Nord et les femmes du Sud. Donc, les enjeux féministes sont réels. Il y a des enjeux éthiques, évidemment, mais tout ça se reflète, se matérialise en droit. Comment le droit va-t-il encadrer, limiter, amener une réponse à ces questions-là? J'ai parlé du droit à l'autonomie procréative, qui est le droit de se reproduire, qui nous amène au droit à la procréation assistée. En parenthèse, on n'a pas un droit à la santé au Canada, d'accord? Bon. Donc, droit à l'autonomie procréative, droit de se reproduire, droit à la procréation assistée pour aider. Est-ce que ça ne nous amène pas directement au droit à l'enfant? Quand l'État finance ces programmes-là, et on sait qu'il ne peut pas discriminer, donc c'est les mariages pour tous, enfants pour tous, est-ce que ça ne nous amène pas au droit à l'enfant? Le droit à l'enfant n'existe pas, il ne doit pas exister au Canada, il n'existe pas au Québec. La Cour d'appel a été claire au Québec en 2014 là-dessus. Mais chaque avancée médicale transforme petit à petit le désir d'enfant en droit à l'enfant. Ce discours de droit à l'enfant est utilisé par les groupes de défense des droits des couples infertiles et des personnes infertiles parce qu'ils demandent un accès sans limite et financé par l'État à ces techniques-là qui sont une médecine de luxe pour avoir des enfants. Donc, vous voyez qu'on peut, le glissement en désir d'enfant, qui est tout à fait légitime, vers droit à l'enfant. Si on parle du droit à l'enfant, c'est donc l'enfant devient un objet. Vous connaissez tout le discours. L'enfant devient un objet, mis à disposition du corps féminin. Ça va nous prendre des ovules. Aux dernières nouvelles, les ovules, ils se trouvent en nombre limité dans le corps des jeunes femmes. Bon. Et des utérus, évidemment. Bon. Donc, toute cette question du droit à l'enfant, elle est très présente dans notre société, même si les tribunaux ont reconnu, Dieu merci, qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Je vais parler rapidement de l'encadrement législatif. Il y a deux lois. La loi fédérale de 2004 sur la procréation assistée et le Québec a aussi sa loi et son règlement. Bon, la loi fédérale, ou plutôt ce qu'il en reste. Cette loi est adoptée en 2004 et immédiatement le Québec a attaqué la constitutionnalité de cette loi parce que cette loi porte sur les soins de santé. Les soins de santé sont de compétence provinciale. La Cour suprême a été très longue à rendre la décision, 2010, et la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une grande partie de la loi. Donc, au Canada, il ne nous reste que des morceaux de loi, des lambeaux de loi. Donc, dans les activités interdites qui nous intéressent cet après-midi, la commercialisation des gamètes est interdite, comme la pratique commerciale des mères porteuses est interdite. Ce n'est pas parce qu'une chose est interdite
qu'elle n'est pas faite. Surtout quand l'application de la loi n'est pas surveillée. Excusez-moi. La loi fédérale, il y a 3 règlements qui accompagnent la loi fédérale. 2 règlements ont été modifiés en juillet dernier et le règlement sur l'indemnisation des donneurs de gamètes et des mères porteuses a finalement été adopté. Il rentre en vigueur au mois de juin qui vient. On l'a attendu, ce règlement, pendant 15 ans. Je ne suis pas certaine que ça va changer grand-chose. Ça, c'est la loi, rapidement, la loi fédérale. Les principes de cette loi, adoptée en 2004, sont intéressants parce qu'ils nous rappellent qu'il faut protéger les enfants qui sont issus de ces techniques, mais aussi la santé et le bien-être des femmes, parce que la procréation humaine se déploie dans le corps des femmes. Mais que ces techniques-là doivent être disponibles sans discrimination, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tenir compte de l'orientation sexuelle ou du statut matrimonial. Par exemple, limiter l'accès à la procréation assistée aux couples hétérosexuels, aux couples mariés, refuser ces techniques-là aux personnes seules, par exemple. Et aussi, il faut éviter que ces techniques-là servent à l'exploitation des capacités procréatives des femmes. La loi québécoise, le Québec a donc adopté une loi, évidemment à la suite de la décision de la Cour suprême. Le Québec est la seule province qui a adopté une loi dans ce domaine, parce que la question des soins de santé, contrôle des professionnels de la santé, est une question provinciale. Cette loi porte sur les activités de procréation assistée et elle vise à assurer une qualité des soins. C'est une loi intéressante, il y a un règlement qui va avec, c'est une loi intéressante. Bon, elle prévoit des mesures administratives comme les permis que doivent obtenir les cliniques de fertilité, mais surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est l'information que les cliniques de fertilité doivent donner aux patientes, l'obtention des consentements libres et éclairés des patientes et tous les documents que la clinique doit conserver à cet effet. C'est ça qui était, de mon point de vue, c'est ça qui est intéressant dans ce règlement-là. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder une question, la question de l'accès aux ovules, ce que j'ai appelé le faux don, parce que ce n'est pas un don du tout, là. Au Canada, les banques de gamètes sont vides. Certains ont appelé ça une pénurie de gamètes. Je ne sais pas si c'est une pénurie, mais on a appelé ça une pénurie de gamètes. Ce qui veut donc dire qu'il y a un commerce florissant entre le Canada et les États-Unis. Ce n'est pas très compliqué. Il y a 3 courtiers au Canada, je vais appeler ça des courtiers, qui achètent des ovules ou du sperme de laboratoires américains, qui eux-mêmes l'ont acheté de vendeurs américains. Donc, un couple au Québec, Canada, Ontario qui a besoin d'ovules, c'est bien simple, fait affaire avec ses courtiers. Le courtier va faire affaire avec un laboratoire américain et le laboratoire va fournir des ovules qui ont été vendus au couple ontarien, québécois, canadien. Et le couple va payer le coût de ces ovules-là à l'intermédiaire. On ne peut pas acheter des ovules au Canada. C'est pas grave, on peut le faire à l'étranger. Et Santé Canada, par une drôle d'interprétation de la loi fédérale, permet ce que je viens de vous raconter là, de passer par les courtiers. Donc, c'est pour ça qu'il y a un commerce florissant entre le Canada et les États-Unis. Le prélèvement d'ovules, ou la ponction d'ovules, est un processus médical douloureux, invasif, coûteux, risqué, et qui prend beaucoup de temps, au moins 4 à 5 visites à la clinique de fertilité. C'est tellement douloureux que les femmes sont endormies parce que la ponction est trop douloureuse. Il faut préciser que je vais utiliser le mot fourniture d'ovules, parce que c'est rarement des dons, que la fourniture d'ovules n'a aucune visée thérapeutique. La femme qui fournit les ovules n'est pas malade, et la femme qui va recevoir les ovules ne sera pas guérie, en supposant que l'infertilité est une maladie, là. Okay? Donc, il n'y a pas de visée thérapeutique ici.
Mais les conséquences pour la femme qui va subir la ponction, conséquences médicales, sont sérieuses. Vous avez vu que j'ai de la difficulté avec le mot donneuse. La loi parle de don. Au Canada, c'est rarement des dons. Donc, j'ai utilisé le mot fournisseuse. En anglais, on parle de provider. Et j'ai cherché longtemps un terme en français. Et j'en suis arrivée à la conclusion que j'étais pour utiliser le mot fournisseuse. Je n'utilise pas le mot altruisme parce que l'altruisme est utilisé pour reproduire ce rôle traditionnel des femmes qui donnent le don de la vie, le don de soi. Bon, vous allez voir le terme d'altruisme beaucoup dans les sites d'agences de rencontres de mères porteuses et de donneuses d'ovules. L'article 7 de la loi fédérale interdit l'achat, pas la vente, l'achat d'ovules. Bien, évidemment, en interdisant l'achat, l'objectif, c'était que la vente ne trouve pas preneur. Donc, et parce qu'on veut criminaliser ceux qui achètent et pas les femmes. Donc, la loi fédérale interdit l'achat d'ovules. Mais de toute façon, le Code civil du Québec aussi interdit la vente des parties du corps. Je vais parler du consentement libre et éclairé. Consentement libre et éclairé que la fournisseuse d'ovules doit avoir. Il s'agit ici d'un traitement non requis pour des conditions de santé. Ça veut donc dire que le devoir d'information qui pèse sur l'équipe médicale est beaucoup plus lourd. L'équipe médicale doit dévoiler tous les risques de complications. Mais alors qu'on ne connaît pas les risques de complications. On ne peut pas les connaître parce que c'est trop récent. Quelles sont les conséquences à long terme d'une ponction d'ovule? On ne sait pas. Quelles sont les conséquences à long terme de la prise de médicaments pour faire une super ovulation? Parce qu'il faut cueillir au moins 7 à 8 ovules pour que ça vale la peine. On ne le sait pas trop. Donc, l'équipe médicale doit dévoiler des risques sur la santé des femmes et des risques qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est trop récent. Le règlement québécois prévoit ce devoir d'information et prévoit une longue liste d'informations que la patiente doit recevoir. Donc, toutes les sortes de risques à la procédure, aux médicaments, conséquences à long terme, je les mentionne ici. Donc, c'est prévu à l'article 20. Le consentement de la donneuse doit être par écrit. Il doit être obtenu au début de la procédure. Consentement sur l'intervention, sur l'utilisation des gamètes. Ça, c'est le règlement québécois et fédéral qui le prévoit. Et aussi toute la question de l'entreposage et de l'élimination des ovules. Il y a une possibilité de retrait du consentement. Le règlement québécois dit que l'équipe médicale doit informer la patiente, la fournisseuse, du moment jusqu'auquel elle ne pourra plus retirer son consentement. Le règlement fédéral, lui, qui a été modifié l'été passé, est beaucoup plus précis. Il a été modifié. On va regarder dans 2 minutes à quel moment la fournisseuse peut retirer son consentement. Mais il y a une question qui se pose, je n'ai pas la réponse, là, parce qu'on n'a pas eu de cas au Québec-Canada. Est-ce qu'une fournisseuse qui change d'idée, si elle change d'idée avant d'avoir signé le contrat, est-ce qu'elle peut être tenue responsable du préjudice subi par le couple receveur? Par exemple, des tests médicaux auraient déjà été faits chez la fournisseuse avant qu'elle signe le contrat. Ou est-ce qu'elle peut être poursuivie parce qu'elle change d'idée après le moment permis? Il y a un préjudice subi par le couple intentionnel qui devait recevoir les ovules, qui a investi pour des tests sur la fournisseuse. Donc, il y a cette question-là qui se pose. Mais sur l'acétate ici, si vous voyez, j'ai essayé de faire des flèches pour voir à quel moment, selon le règlement fédéral qui a été mis à jour l'été dernier, à quel moment on peut retirer le consentement. 2 situations se présentent. Première situation, la donneuse, en guillemets, donne son consentement. Le prélèvement a lieu.
elle peut retirer son consentement quant à l'utilisation de ses gamètes. Voyez-vous la première flèche? Avant l'acceptation écrite par le tiers. Bon, ça c'est l'article 3 du règlement sur le consentement fédéral qui prévoit ça. Mais il y a une autre situation. La donneuse donne son consentement et l'acceptation écrite du tiers arrive tout de suite, avant le prélèvement. C'est ça qui est nouveau. Le retrait peut avoir lieu seulement qu'avant que le couple receveur accepte par écrit le don, avant le prélèvement. Donc, la question qui se pose, si la donneuse ne veut pas poursuivre le processus, il y a eu une acceptation par les tiers qui vont recevoir le don, le prélèvement n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on va la forcer à faire un prélèvement? On dit, dans certains textes du gouvernement fédéral, puis il faut les chercher là, pour trouver ça, que ce changement dans le règlement a été fait pour tenir compte de la pratique des cliniques de fertilité où on va faire signer immédiatement plein de documents au couple qui a besoin d'ovules. Donc, c'est pour ça que l'acceptation écrite par le tiers, qui est nécessaire, a lieu avant le prélèvement, pour ne pas faire revenir le couple intentionnel, de parents intentionnels, les faire revenir, donc on leur fait signer ça tout de suite. Donc, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si les tribunaux canadiens vont avoir l'occasion de se prononcer sur ça. Je pense que oui, parce qu'il y a de plus en plus de ce genre de situation et j'imagine que ça va venir devant les tribunaux. Il faut se poser la question sur le sort des ovules. Que ce soit des ovules congelés non utilisés ou des ovules qui ont servi à produire des embryons congelés qui sont excédentaires. Ces embryons congelés sont excédentaires, c'est-à-dire qu'ils ne font plus partie d'un projet parental. Ils sont hors projet parental. Quel est leur devenir à ces ovules-là? La donneuse fournisseuse a donné ses volontés quant à l'utilisation de ces gamètes. Est-ce qu'elle veut que ça serve à des fins de recherche ou des fins procréatives? Donc, elle peut refuser que ces ovules servent à des fins d'enseignement, d'apprentissage, donc des fins de recherche. Donc, elle a toujours son mot à donner sur le devenir des embryons congelés et le devenir des ovules congelés. Et tout ça, ce don, ou cette fourniture de gamètes, doit se faire dans l'anonymat. Donc, le don ovocytaire au Québec, comme le don de sperme, se fait dans l'anonymat, l'article 542 du Code civil, donc aucun lien de filiation entre l'auteur de la part et l'enfant qui en est issu. La fournisseuse d'ovules n'est pas la mère, son nom n'apparaîtra sur aucun document officiel, pas de déclaration de naissance. Mais ça pose la question de l'accès aux origines des enfants qui sont nés de cette technique. Maintenant, au Québec, les enfants adoptés ont le droit de connaître leur famille d'origine. Ça veut donc dire que les enfants issus de la procréation assistée n'ont pas ce droit-là de connaître leur, est-ce que je peux dire, leur géniteur. Donc, c'est une question qu'il faudra aborder parce qu'ici, c'est une question d'égalité, je vous rappelle. On ne peut pas discriminer entre les enfants en raison de leur condition de naissance. J'ai toujours du temps, Margarida? OK. Je veux vous parler pendant quelques minutes du nouveau règlement qui n'est pas encore en vigueur, qui va entrer en vigueur au mois de juin, le 9 juin ou le 10 juin prochain. Je veux vous parler du règlement sur le remboursement des dépenses des donneurs de gamètes et des mères porteuses. En 2004, le gouvernement fédéral a adopté une approche de gratuité. La gratuité, le don. Donc, ce n'est pas une rémunération. On parle de remboursement. Les mots sont importants, on ne parle pas de compensation. On parle de remboursement des dépenses. L'article 12 de la loi fédérale va aussi entrer en vigueur. C'est celui qui dit que les donneurs de gamètes et les mères porteuses peuvent être remboursés. Le remboursement est optionnel. C'est quand même particulier. C'est ce que le règlement dit. Le remboursement des donneurs et des donneuses est optionnel. Ce qui est remboursé, ce sont des dépenses matérielles. Il y a 9 catégories de dépenses admissibles qui vont être remboursées sur présentation de reçus.
C'est une approche tout à fait de common law. Parce que le droit civil a toujours indemnisé la perte subie, le gain manqué, c'est-à-dire les pertes pécuniaires et les pertes non pécuniaires. Le common law appellerait ça des dommages moraux. Mais ici, on n'indemnise pas pour la souffrance, pour les inconvénients. Pensez aux mères porteuses, la question va se poser beaucoup pour les mères porteuses. On traite de la même façon, de manière symétrique, les donneurs de sperme et les donneuses d'ovules. Aux dernières nouvelles, donner du sperme et donner des ovules, on ne parle pas de la même affaire. Le niveau de douleur, disons, n'est pas le même. Donc, ce règlement n'indemnise que des pertes matérielles, frais de déplacement, frais de médicaments. Le règlement ne parle pas de perte de revenus, mais ce règlement est accompagné d'une ligne directrice. Une ligne directrice qui n'a pas de valeur, mais qui sert à interpréter. Écrite par Santé Canada. Quand vous regardez la ligne directrice, on dit « Ah, ben, on peut indemniser la perte de revenus qui est occasionnée par les visites médicales. » Pour une donneuse d'ovules, c'est au moins 4-5 visites. Donc, il peut y avoir un remboursement de la perte de revenus. Et la question qui va se poser, ce règlement qu'on attendait sur le remboursement, qu'on attendait depuis 15 ans, est-ce qu'il va changer quelque chose? Est-ce que les banques d'ovules et de sperme au Canada vont se renflouer? Je ne crois pas que les banques de sperme vont se renflouer au Canada. Je pense que la pratique s'est installée. Une pratique, je dirais, souterraine va continuer. C'est-à-dire, on va continuer à payer les vendeuses d'ovules. Est-ce que le règlement fédéral va être efficace? Est-ce qu'on va en surveiller l'application? Je ne sais pas. Donc, il y a des ventes d'ovules hors circuit, des fournisseuses d'ovules hors circuit. Qu'est-ce qui se passe avec la santé de ces femmes-là? Qu'est-ce qui se passe avec le suivi médical de ces femmes-là? Puis je ne sais pas non plus si on peut parler de pénurie. On a parlé de pénurie d'ovules et de sperme. Je ne sais pas si le mot pénurie est le bon mot. En conclusion, je vous ai invité à une réflexion sur le droit comme outil de changement social pour les femmes. Comment peut-on utiliser le droit pour respecter le droit à l'égalité des femmes? Au Canada, les femmes peuvent congeler leurs ovules pour elles-mêmes, donner, entre guillemets, des ovules à des tiers. Elles ont accès à la fécondation in vitro. C'est la médecine de luxe. Et donc, la question se pose, est-ce qu'il y a une injonction à la procréation, comme il y avait avant 1969? Pourquoi je vous parle de 1969? Parce que jusqu'en 1969, la vente de contraceptifs était interdite au Canada. L'information sur la contraception était interdite au Canada jusqu'en 1969. L'avortement était interdit jusqu'en 1969. Ça ne veut pas dire qu'après 1969, c'était mieux, mais 1969, c'est le fameux projet de loi qui a aussi décriminalisé l'homosexualité. Donc, ma question, c'est, avec ces nouvelles techniques, est-ce qu'on retourne à ce qui était avant 1969, une injonction à la procréation? Est-ce qu'il y a une pression sur les femmes d'avoir recours à ces techniques-là? Parce que les techniques sont là. Elles fonctionnent un peu, pas beaucoup, mais elles sont là. Il n'y a pas beaucoup de naissance avec ces techniques-là, selon l'âge des femmes. Ça va nous prendre des ovules, ça va nous prendre des utérus. Est-ce que les femmes vont devenir des usines à produire des ovules? Évidemment, je pense à La Servante écarlate et à la suite Testament de Margaret Atwood. Mais une autre question. Est-ce que l'accès à l'avortement libre et gratuit au Canada, est-ce que l'accès à la contraception, pas mal libre, gratuite, là, c'est une autre question, est-ce que l'accès à la procréation assistée, est-ce que c'est ce droit à l'autonomie procréative chez les femmes, est-ce qu'il a permis de redéfinir les rapports d'égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a plus d'égalité par rapport à la procréation, par rapport à la maternité et à la paternité? Je vous laisse la liberté de répondre à cette question. Merci pour votre attention.